Oui, c'est bon. Eh bien, c'est bon. Écoutez, Chevre, mesdames et messieurs, donc un grand shalom aleichem à tout le monde. Un grand plaisir pour moi de reprendre donc les cours après ces quelques semaines d'arrêt, d'interruption. J'espère que tout le monde a continué à étudier. Bezrat Hashem. Et donc, nous allons commencer une nouvelle année en espérant que ce soit enfin l'année de la Géoula. Et comme le Rabbi nous dit, nous le répète, donc on se renforce toujours dans la Torah. C'est la Torah qui nous amènera à la Géoula. Torah Tanilé, Torah Tarsidut, Talachot, surtout les Arba Amot de l'Alacha, hein, qui représentent le Beth Amikdash de nos jours. Les 4 coudées d'Alacha que nous essayons donc d'approfondir chaque année, de répéter les mêmes points, les mêmes yesodot, hein, les mêmes fondements. Donc, je vais commencer comme d'habitude par un petit mot de Chizouk. Et donc, c'est un mot, on va dire classique, que j'ai dû vous dire les années passées. C'est les fameux Rachetevot de Elul. On est en Elul depuis quelques jours. Elul. Premier Rachetevot, puisqu'on commence par la Torah. Donc, je vous rappelle, on parle des villes de refuge. Ina leyado vesamti lecha makom lanus. Puisque Hachem a provoqué donc cet accident, et donc il a donné la guérison en proposant donc les villes de refuge. Et donc le mois de Elul, nous explique la Chassidoute, eh bien le mois de Elul, c'est le mois du refuge. Mais il faut bien prendre conscience de cette chose-là, que Hachem nous fait un cadeau énorme. Alors, c'était Rosh Chodesh, on est 2 jours de Rosh Chodesh, on a fêté, on a fait les Chaïm. Mais c'est plus que ça, il faut avoir conscience. Je reviens là-dessus en vous le disant, moi-même, je me chauffe là-dessus et j'essaie de faire participer les autres. Le deuxième Rachet Evot, dans ces villes de refuge, on sait que qu'est-ce qui nous offre ce refuge? C'est Pachout le Limoud Torah. C'est pour ça qu'on commence par Limoud Torah. Combien de fois je vois au collège des personnes qui sont loin, qui sont un peu, vraiment, je ne vais pas dire désespérées, mais bon, un peu découragées du quotidien, de la chigrin. Eh bien, ils viennent dans un makom de Torah, ils font en sorte de régénérer. Ils ont pris des forces, ils ont pris des cochotes. Et ensuite, tout de suite, une fois qu'ils ont pris donc ces forces de Torah, ils se renforcent dans la tefila. Et ça, c'est le fameux Rachetevot que vous connaissez tous. Ah, vous le connaissez, il y en a 5, bon, Hachem, on les répète chaque année pour les intégrer. Ani les Dodi Vedodi. C'est le mois où on est pour Hachem, on s'investit. Et ça descend dans le quotidien. On augmente dans la tefila. On fait 3 télim de plus. Premier jour, les 3 premiers. Ensuite, les 3 suivants, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, le 8, donc nous sommes censés avoir fini, donc, le 3 x 8, 24. Le télim 24. On a fait aujourd'hui 22, 23, 24. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on conclue tout le télim à Yom Kippour. Donc, on a augmenté dans la Torah, on a augmenté dans la Tfila. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas des mots que je dis comme ça parce qu'il faut le dire, parce que c'est l'habitude, voilà, on entend toujours le même ronron, la même chose. Non. Comme nous dit la Chassidoute, le fameux Mahamar du Admour Azaken, Ameler Bassadeh, le roi est dans les champs, il est proche de nous. Mais bon, encore faut-il, il a pu quitter son palais et se retrouver dans la rue. Si on ne sort pas dans la rue pour le voir, on ne verra rien. Donc, l'annonce, la bonne nouvelle nous est donnée. Il est là, il est proche de nous. Il s'est départi de ses habits royaux, de sa couronne, il est dans la rue maintenant. Donc, il faut se bouger un petit peu. Et si on se bouge un peu, on voit que la tefila est différente. On voit que le limoud est différent. On voit qu'on est dans le mot moderne que j'aime bien. On est en mode Elul. On est en mode Elul. Mode Elul, ça veut dire d'abord, Inelaïdo, c'est une vie de refuge, c'est un mois de refuge. Et puis, Anis de Dib et de Didi. Et on continue, c'est pas fini. Il y a un troisième Rachetevot, il dit Ish le Re'eu ou Matanat Yonim. Prenez donc les Rachetevot encore. Ish le Re'eu, Aleph Lamed Vav Lamed. Ou Matanat Yonim. C'est un mois où on fait un effort encore dans la Zdaka. Ça veut dire quoi? Alors, restons pas choutes, restons simples. Hein. Je donne des oraot, on a besoin de oraot, on a besoin de choses concrètes.
expliquer à nos enfants, allez voilà, tu donnais combien? 20 centimes d'euros, tu donnais un shekel par jour, tu vas donner 2 shekels par jour, tu vas faire un effort de plus. Ça, c'est la tzedaka mamashik, pragmatique. Il y a notre tzedaka aussi, c'est aider son prochain, être plus proche de lui, faire davantage de sourires, de faire donner davantage de chaleur, donner de la chaleur. On a besoin de chaleur. Et je vois que c'est quelque chose de très très fort. Personne ne vous dit, ah, il y a des endroits, c'est chaleureux, une personne vous parle, il vous parle avec chaleur. Ça, ish le re'eu ou matanot avienim. Chacun à son prochain, on donne des cadeaux, cadeaux concrets et des cadeaux spirituels. Un sourire, une bonne parole, un chizouk. Et on a besoin de chizouk, on est dans une génération de chizouk. Pas besoin de vous dire, tous ceux qui habitent en Eretz Israël, à quel point le peuple a besoin de chizouk. J'entends tellement de nouvelles de ma famille et tout, on voit que les gens sont malheureusement, d'un côté, on a l'impression que rien ne se passe, on vit en Israël comme partout, mais d'un autre côté, on sait qu'il n'y a pas de famille qui n'a pas été touchée, de près, de loin, et donc on vit dans une période difficile. Donc, augmenter la chaleur, augmenter l'amour entre nous, ça fait partie donc des oraot, des enseignements de Elul. Ça, c'est le troisième. Donc, Torah, Tfila, Tzedaka, et on avance. Ensuite, il y a une promesse qui est marquée dans le Passouk, que je vous mal. Akash il va couper, il va quoi couper? Le passage qui dit ou mal Hachem et levavcha et lev zaracha. Hachem, il va couper le prépuce de le tien. Et ensuite, le prépuce va être levav zaracha. Le prépuce du cœur. Le prépuce du cœur, bon, bien sûr, c'est une image. Ça veut dire que le cœur est parfois fermé. Il a du mal à ressentir lui-même, de prendre les lumières divines, de sentir la proximité divine. En fait, quoi, Hachem est à côté de nous tout le temps. Et la réponse à ça, c'est qu'il est à côté de nous. Donc, on fait en sorte que le télim qu'on fait, il soit plus chaleureux. On le fait avec un nigoun. On cherche un nigoun, on cherche une musique qui nous touche. Ça, c'est donc la quatrième. La quatrième, c'est la chouva, tout simplement. Hachem, il fera la circoncision de notre cœur, ça vira dans les bras. La partie grossière, le prépuce, la partie grossière, avec lequel l'enfant est né et qu'on fait disparaître. Et dans le spirituel, ça veut dire qu'on atteint de plus en plus, plus on s'approche du Zman HaGeoula, et plus on ressent que, Be'ezat Hashem, les générations sont plus raffinées, malgré le fait que l'on voit encore des oppositions à la Kedusha, mais on sent que le peuple, il est rare maintenant, il est tendre. Quand on leur parle des Inyanim Rouchanim, quand on parle d'Israël hors la Goïm, qu'on a un message à donner, eh bien oui, oui, on est prêt à le donner. Et on voit des Chayalim, j'ai beaucoup, beaucoup de nouvelles, j'ai de la famille Pachout, j'ai un cousin qui a dépassé la quarantaine et qui s'est empressé d'aller faire les Milouïm et de prendre son temps que pour aller faire la mitzvah, donc de défendre le clan d'Israël. Et avec joie, malgré les dangers que ça présente, malgré le fait que c'est un père de famille, eh bien, il le fait avec joie parce que c'est Milchemet Hashem, c'est la Milchama qui fera qu'on aura la victoire et que Bezat Hashem, l'ennemi sera poussé et puis Mashiach va se dévoiler. Voilà donc la quatrième. Maintenant la cinquième, et je terminerai avec cela. La cinquième, c'est les Rachetevot de Elul, qui sont Meramezim, qui donnent une allusion sur la Géoula. C'est marqué dans le Passouk, Hashira la Hashem, Vayomru les morts. Hashira la Hashem, Aleph Lamed, Vayomru les morts, Vav Lamed. Encore, Elul. Elul contient en lui les ferments de la Géoula. Après qu'on a passé toutes les étapes dont je viens de parler, on s'est mis dans la Torah, on s'est mis dans la Tfila, on s'est mis dans l'Avat Israël, Ishlereu, on s'est mis dans la Tchouva, Malachem et Levavra. Donc la Géoula, elle a pu venir, c'est la cerise qui vient d'elle-même. Hein, qui vient d'elle-même. Qui ou Tziva Benivrao, on dit en Chassidut. Hachem, il a commandé, élection a été créée. Il n'a pas créé comme si il a été mis à sec, comme s'il s'était investi dans la création du monde.
Kiutiva, il a ordonné, elle s'est fait d'elle-même, toute seule. Une fois qu'on a fait notre travail, elle se fait d'elle-même. Donc, je reviens. Hein, c'est ce que les 5 rachetés votes, ils sont dit, sont redits, on les relit chaque année. Mais il faut tâcher de faire en sorte, autant que l'on puisse, de faire en sorte de les vivre un peu plus, que ces 5 psukim-là soient des psukim plus chaleureux, plus ram, que notre village sur ram, quand on écoute le chauffard, soit encore plus ram, qu'on sent qu'on avance. Et c'est pas que certains ont un sentiment parfois, dit voilà, ça y est, hop, on va recommencer. Les Sfaradim ont recommencé déjà les Slirot, et puis nous, un peu avant Rosh Hashanah, et puis Rosh Hashanah, et puis Kippour, et puis Sukkot. Et ça y est, c'est un train-train, c'est une chigra. Non, c'est autre chose. Autre chose, chaque année on apporte quelque chose, c'est un peu plus imprégné, un peu plus imbibé de Géoula, de sentiments que Mashiach est là. Pourquoi il n'est pas encore là vraiment à nos yeux comme on voudrait? Ça, c'est Sodachem Nireav, il n'y a que Dieu qui le sait. Rabbi lui dit, lui nous a dit, pour une siba, hein, chez Eno Yada, qui comprend pas, lui-même il ne comprenait pas pourquoi Mashiach se dévoile. Il y a tout pour qu'il se dévoile, mais il ne se dévoile pas encore. Mais nous, on sait ce qu'il faut faire, donc il faut en koch comme on dit comme ça. Il faut se cocher là-dessus, il faut renforcer nos cohortes là-dessus, et encore une fois, sentir que Ameler Basadé, Hachem, il est plus avec nous que les autres mois. Ce mois-ci, sortez dans la rue et pensez, Hachem, il est proche de moi. Faites votre fila, Hachem, il est proche de moi. Il est toujours proche de nous. Enon Nilvado, oui, Enon Nilvado. Mais ce mois-ci, c'est spécial. C'est spécial. Il a quitté ses habits royaux et il fait un bain de foule. On pose cette expression, fait un bain de foule. En profitez-en, sortez dans la rue, regardez, le roi il fait un bain de foule. Approchez-vous de lui. Donc faisons cet effort et on verra qu'on va le ressentir plus. Voilà donc pour les quelques mots donc, de ce mois de Rizou que je vais vous apporter. Et donc aujourd'hui, on va, si je veux dire, on va faire, puisque c'est un shiur d'introduction, hein, c'est pas le premier de l'année, le premier de l'année, ça sera après Rosh Hashanah, mais on va dire c'est après les vacances, après la petite interruption qu'on a eue. J'ai noté quelques chélotes qui ont été d'actualité. D'ailleurs, je vous invite tous hein, à poser les questions que vous avez eues pendant ces vacances. Certainement, vous avez eu des questions et que le Rav n'était pas à côté, vous n'avez pas la réponse. Donc, moi, j'ai glané comme ça, à gauche, à droite, des halachot, donc qui ont été soumises. Donc, avant de rentrer ça, je vous rappelle, donc n'oubliez pas, hein, dans les 5 rachetés votes, on a parlé de Zaka, donc tâchez de faire quelque chose de clair, d'ajouter une petite pièce par rapport à la pièce habituelle. Dans la tefila, on a ajouté 3 lignes par jour. Dans la Torah, ajouter c'est difficile, mais on peut le faire, par exemple, faire ritat avec un peu plus d'attention que d'habitude. Par exemple, je donne un exemple, il y a des jours, je me dis, voilà, je vais faire les 2 premiers rachis du chumash attentivement. Je le dis attentivement. Et quand je décide de le faire de manière attentive, il est autre, le rachis. Le rachis, il m'apporte, il m'enseigne quelque chose. Je ne le fais pas pour m'acquitter du rachis, je le fais pour que rachis m'apprenne quelque chose, et ça change. Et donc, on a ajouté un petit peu dans Torah, dans l'intensité, on a ajouté dans une petite pièce, dans le Dakar, on a ajouté dans la Gmur Chassadim, Torah Gmur Chassadim, on a ajouté la tchouva. La tchouva, alors là, bon, chacun doit faire son cheshbon, hein, les choses sur lesquelles il doit s'améliorer. Chacun doit chercher. Hein. Il y a des gens qui ont. Tant. Personne m'a dit, mais sur quoi je vais faire tchouva? Je dis, écoute, je te connais, quelqu'un de proche, je sais que tu as souvent tendance à parler des gens. Pas méchamment, mais tu parles des gens. Parler des gens, hein, 9 fois sur 10, c'est un peu de la jonara. Donc fais attention à tes mots. Quand tu parles des gens, d'abord ne cite pas de nom. Dès qu'on ne cite pas de nom, déjà, ça diminue beaucoup la faute. Et, faire attention à son dibour. Faire attention à ses midotes. Quelqu'un qui a tendance, lui, à s'énerver, à parler pas comme il faudrait tout le temps, dans sa famille, avec son épouse, avec ses enfants et tout. Travailler sur que les paroles soient plus raffinées. Euh, faire un effort là-dessus. Et ça donne une bracha chez elle qu'à moi. Et dans la Géoula, bon, le Rabbi veut qu'on étudie les textes de Géoula, qu'on vit avec ça. On est connus que les Chabad, nous sommes les chassidim des messianiques, méchériques. Voilà, donc ça, c'est les enseignements des 5 psukim. Maintenant,
des questions qui m'ont été posées. Donc je vous les soumets, ça peut intéresser tout le monde. Il y a eu des jours où c'était un peu froid, et c'était difficile de trouver un endroit où on pouvait se soulager, faire ses petits besoins. Personne m'a dit, franchement, j'ai eu beaucoup de mal, et donc il y a quelques gouttes qui se sont échappées. Des choses très triviales, hein, il y a quelques halachot très triviales que je vais vous dire. Enfin, elles sont marquées dans le Shulchan Arour, donc la Torah, elle inclut tout, toute la vie, la plus triviale qui soit. Et donc, il s'est trouvé que le vêtement, son sous-vêtement était mouillé. Alors, il avait la question, est-ce que j'ai le droit de faire mincha? J'ai pas le temps de rentrer chez moi, me changer, etc. Quoi faire? Alors, dans le Shulchan Arour, il est marqué, Siman Aïné, Aïnchet, pardon. C'est marqué que l'interdiction de l'urine est moins grave que la tsoa elle-même. Et donc, si le vêtement est mouillé, et même si, on va dire, la chair, la cuisse peut être un petit peu mouillée, mais qu'elle est recouverte, avec un autre habit, forcément, il y a le pantalon, il y a une veste, hein, quelque chose dessus, c'est recouvert. Donc, l'habit mouillé recouvert, on a le droit de dire d'avoir ce bekloucha. Il y a toute une chute à Rama, une Shelat Teshuvah du Rama là-dessus. Il y a condition, bien sûr, qu'au moment où qu'on ne sent pas, hein, au moment où ça sort. C'est-à-dire, si une personne sent qu'il y a quelques gouttes qui sortent, au moment où ça sort, il n'a pas le droit. Et avec cette halakha, je rebondis sur une halakha qui est souvent demandée par les shlochim qui font Vipsaïm. Quelquefois, ils veulent mettre les tefilines à une personne qui a une poche pleine d'urine. Pourquoi? Parce que pour diverses raisons, d'incontinence ou bon, ils se sont fait opérer des reins. Mais la poche d'urine en question, elle est recouverte. Ça, c'est la première condition. Deuxièmement, le malade ne sent pas quand les gouttes elles sortent. Si on répond à ces deux conditions, c'est intéressant comme alra quand même. Hein. Bon, ça arrive très souvent, hein. On a des fois des vieilles personnes à la maison qui ont l'incontinence, malades, etc. Eh bien, on a le droit de faire, et la personne a le droit de faire Dvarim Shebek Doucha, faire une bracha, faire un Birkat Amazon, prier, etc., etc. Donc, je répète, quand une personne est frappée d'une petite incontinence, et donc il y a des gouttes d'urine qui peuvent sortir, hein, de Meraglaïm, eh bien, si ces Meraglaïm mouillent un vêtement, mais que ce vêtement, la culotte, enfin le sous-vêtement, est recouvert par autre chose, c'est permis, à condition qu'il ne le fasse pas. C'est permis donc de dire Dvarim Shebeklusha, une bracha, etc., le Limud Torah, etc., à condition qu'il ne sente pas qu'il y a des gouttes qui sortent. S'il sent, c'est interdit. Donc il peut attendre, s'il sent qu'il y a une goutte qui sort, il attend, il arrête de dire des Dvarim Shebeklusha, après il continue cette fila. Quand même une halakha intéressante. La personne était bien contente d'apprendre qu'elle n'était pas obligée d'arrêter tout, d'entrer chez elle, se changer pour tout recommencer. Ça c'est donc le lien des Meraglaim. Je vais continuer un petit peu sur ça. Il arrive parfois, ça arrive chez les enfants, on a un enfant qui a pu faire plus que les petits besoins. Ou bien un adulte qui s'occupait d'un enfant, donc il a le pied, une partie du corps qui a pu se salir. Un enfant a fait sur son père. Voilà. Alors, il a fait ce qu'il a pu, le papa, pour nettoyer tout ça, mais il lui reste un petit peu de saleté sur le pied, il n'a pas pu tout enlever, et puis il doit aller au minyan, par exemple. Alors, les khatrila, hein, il doit tout enlever. Les khatrila, a priori, il faut tout faire pour être propre, si on doit faire une fila, faire un birkat Amazon, faire une fila, faire une bracha. Maintenant, au cas où il n'a pas pu, l'enfant était à la choule, carrément. L'enfant a sali son papa à la choule. Papa a enlevé ce qu'il a pu, mais il sait que sur le mollet, sur une partie de lui-même, il lui reste une trace, on va dire, de Tchoa. Mais Yesh Mekinim basé. Même le Kitchour Shulchan Aruch rapporte, hein, je crois, dans le Perek He, cinquième Perek du Shulchan Aruch, il rapporte cette halakha-là, que Yesh Mekinim, en cas de besoin, bien sûr, Beshat Adachak, hein, quand on est coincé, hein, on est sale, parfois, il faut faire un birkat, et hein, ce sont des situations délicates, mais bon, voilà, c'est arrivé pendant les vacances, donc je vous en fais profiter. Et donc, même la Torah, il y a une coula que
toujours avec la condition que c'est déjà sur lui, il est pas en train de sortir, bien sûr, et que c'est recouvert, donc il a une veste, un pantalon, sa femme elle a une robe sur elle, donc quand son bébé l'a sali, tout ça c'est recouvert. Elle a enlevé le maximum, mais il lui reste encore un petit peu sur la jambe ou ailleurs. Dans la mesure où c'est couvert, elle a le droit de faire son birkat ou faire sa tefila. C'est quand même bien, bien intéressant comme halakha. Voilà, donc je vais en dire quelques-unes, après je vais écouter vos questions. Hein, donc, ça c'est pour le Dvarim Shebek Gdusha. D'autres questions qui ont été soumises aussi, c'est que j'ai enseigné, je faisais un mipsal là-dessus. On est dans les montagnes, bon, Hachem, un paysage merveilleux. Donc ça, quand on est émerveillé par de très, très, très belles montagnes, bon, on était dans les Alpes, on avait le Mont Blanc en face de nous, il était blanc. Et ben, on fait une bracha. On fait une bracha. Pas tout le monde sait. Certains disent on le fait peut-être sans chez Malroute, etc. Pas du tout, pas du tout. Je crois qu'on nous dit si on voit une belle montagne, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Ose Maase Bereshit, qui fait son action première Bereshit, originelle. Et même dans les responsables, dans les chutes de Rav Osner, il dit que si le lendemain on voit une autre montagne qui vous redonne ce ergesh de la beauté de la nature et donc de la gloire divine, hein, du Kvod Shamaim, avec une autre montagne, eh bien, il faut faire la bracha. Pour vous dire, bon, je ne sais pas si on va le faire tous les jours, mais en tout cas, voilà, j'ai eu l'occasion d'être mésaké, donc beaucoup de personnes, de faire cette bracha-là, qui m'a fait au Shulchan Aruch, donc il n'y a pas de marloquette là-dessus, quoi. C'est un Mechaber, tout le monde est d'accord. Mechaber, Hamad, Mourazaken, on voit une belle montagne, on fait cette bracha-là. Et ensuite la mer, bon, je reviendrai sur la mer à une autre occasion, peut-être tout à l'heure. Maintenant, le deuxième problème qui se posait, que m'a soumis une personne, ben, mais vous savez, il faut quand même faire attention, parce que si on est dans un endroit, on est entre nous, il n'y a personne, on fait la bracha à haute voix, c'est très bien, mais il arrive parfois, quand on est dans l'endroit où on voit ces merveilleux paysages, on est dans un endroit où il peut y avoir une partie d'une isha, d'une femme qui est découverte. Or, la halakha nous interdit de faire une bracha devant, on va dire, je vais simplifier, Tefar Megoulé Minaïcha. Tefar, c'est 8-10 cm, découvert au-dessus du coude. Or, malheureusement, c'est fréquent. Fréquent, des montagnes, il y a des non-juifs, et bon, il y a aussi malheureusement des gens de chez nous qui sont moins regardants, on va dire, sur la tsniout. Elles n'ont pas eu un chinour de tsniout, et donc pas bien conscience de la chose. Donc, bon, elles sont avec des robes qui sont très courtes. Et donc, cette bracha dont je viens de parler, on l'a fait, au Hachem, mais si on a une personne qui a comme ça les avant-bras découverts, il faudra se tourner, pas faire la bracha en face. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est tourné, on a sorti donc l'endroit découvert de son champ de vision, là on fait la bracha. Si c'est une femme juive mariée, on ne peut pas faire non plus la bracha si elle n'a pas une perruque ou un foulard. Parce que les cheveux, Isha, Sear Beisha, Herva. Les, les cheveux d'une femme mariée, je dis bien, hein, mariée, c'est considéré comme une nudité, c'est comme ça, c'est quelque chose d'intime. On ne fait pas une bracha devant. Rav Zerbib. Oui, allô? Non, rien, je vous poserai la question après. Ok. Je finis l'exposé, après, bon, vous poserez toutes vos questions. Mais vous m'entendez bien là? Je suis clair? C'est clair? Oui, Gérard? oui, oui, C'est oui. clair, hein? Je suis audible, oui. Très, très bien. Ah, très bien. Autre chose aussi, c'est très intéressant, il s'est trouvé que
une personne m'a posé ensuite la question, elle m'a dit, voilà, j'étais sur le point de faire, j'étais vraiment estomaqué, impressionné par le paysage, et puis juste à ce moment, j'allais faire la bracha, et puis il y avait une non-juive, quand même, qui chantait, elle était Bessimcha, bah, la malo, elle chantait, on leur parlait, on leur disait comme c'est merveilleux, même les non-juifs, je trouve ça que la nature merveilleuse, elle chantait. Alors il y a un autre problème ici, c'est kol, la voix, kol de Isha Herva, c'est vrai comme quelque chose d'intime, traduit en français par nudité, ça veut dire, c'est quelque chose d'intime, et donc on n'a pas le droit de dire un Dvar Torah, de dire une bracha pendant qu'on écoute la voix d'une Isha d'une femme qui est en train de chanter. Donc, j'ai donné la mitzvah, j'ai donné la bracha, mais j'ai donné les limites. Hein. Chesed ou gvura, chesed, c'est de faire, et la gvura, c'est de être metzamtzem, donc de diminuer la mitzvah dans les gdarim, hein, dans les limites, hein, dans les limites de la halacha, hein, qui sont donc ni à côté de tefach mekoulé, 8-10 cm découverts, ni à côté d'une voix, ni à côté d'une femme mariée qui a les cheveux découverts. Bon, ça, je pense que ce sont des halakhot que vous connaissez, mais voilà, si vous voulez, c'est le petit kit des vacances. C'est toutes les chélottes qui se reposent chaque année, donc pendant les vacances. Euh, on a eu le problème d'incontinence pour diverses raisons. On a eu la bracha de la montagne, il y a eu la bracha devant des choses qui sont déshabillées. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, avant de passer à autre chose, hein, des questions qui ont été soumises, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Allez-y. Oui, Rav Zarbib, alors je vais vous dire, si on a des invités, malheureusement, sont pas aptes, ou alors on les invite pas du tout, alors on tourne la tête au moment où on fait la bracha. Alors, vous avez dit beaucoup de choses dans la même phrase, Gérard. Ne pas les inviter, j'ai envie de vous dire, pas chas shalom. C'est évident qu'on les invite. Maintenant, effectivement, on les invite parce qu'on fait une grande mitzvah, Davat Israël, Achnasat Ochim, non seulement Ochim qui vont manger chez nous, et en plus ils vont voir ce que c'est que l'ambiance shabbatique dans des familles investies dans la Torah. Donc c'est une immense mitzvah. Maintenant, il y a effectivement ce problème de Kol Herva et les avant-bras et les cheveux, etc., etc. Alors ça, ce sont des problèmes qui sont solvables, qui sont pas solvables, solubles, pardon, pas solvables, solubles. Il y a des solutions. Eh bien, le mieux, si c'est possible, c'est, ça dépend du nombre, bien sûr, de nos invités. Très souvent, elle est à droite, la dame un petit peu déshabillée, on va dire, elle est à droite, on se tourne légèrement à gauche, et donc on la sort de notre champ de vision et on fait la bracha. Ça, c'est une solution. Si ceci est impossible, ou très très difficile, alors il y a un éther du Tzemar Tzedek, c'est de se concentrer, vous prenez le Birkat Amazon et les Birkonim, et vous lisez comme ça, vous ne regardez pas en haut, bien, si vous levez les yeux, vous allez voir, mais là, vous baissez les yeux, vous regardez le livre avec l'écriture et vous lisez. C'est un éther qui existe aussi. Je crois que vous avez dit à l'occasion qu'en tant que rab, on est souvent confronté. En tout cas, on est confronté à ce problème sous la roupa. Des fois, les parents, la grand-mère, les tantes, elles sont sous la roupa, elles ne sont pas avec un habit tsniout comme selon l'halakha. Eh bien, c'est ce qu'on apprend. C'est le premier halakhot que les rabbinim qui sont Messader Kiddushim apprennent. C'est comment s'en sortir quand on a des. C'est sûr que le mariage, il faut le faire. Pas question de dire je m'en vais au mariage. Donc, on fait comme ça. Donc, ou on essaie de faire en sorte de la mettre hors du champ de vision, ou alors on se concentre complètement, on ne regarde pas. On ne regarde pas donc les personnes qui sont en face de nous. Maintenant, genre, c'est une bonne question que vous posez. Euh, Peut-être parce que, bon, en tant que rave, bon, quand il y a des invités, en général, les invités sont quand même respectueux, ils sont invités chez le rave. Bon, c'est familier, c'est chaleureux, mais bon, c'est pas qu'on est des amis, il n'y a pas de pagaille, quoi. On est quand même chez le rave. Mais Didier Avamassé, je sais qu'en ce qui me concerne, je propose gentiment un foulard et
qu'tout le temps, les femmes, elles acceptent de mettre un foulard. Quand je leur demandais, bah, ça vous dérange pas pendant le kidouche, pendant les brachot, on mettait un foulard sur la tête. Elles le savent. Pareil, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui vont à la choule. Quand elles vont à la choule, elles demandent quelque chose. Tout le monde comprend. De même que les hommes mettent une kippa, les femmes comprennent que se couvrir, c'est important. Donc, c'est l'occasion d'ailleurs d'expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi une bracha, la femme doit être couverte. C'est l'introduction à la discussion et leur expliquer qu'on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des talibans, mais on a, bon, un Shulchan Aruch, on a quand même des règles. Et bon, Hachem, quand on voit, moi j'ai vu, bon, Hachem, comme vous le savez, beaucoup de filles, elles voyaient les filles, elles étaient sympas comme les autres, et elles rigolaient tout le temps, elles étaient couvertes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on peut être tout à fait joyeux couvert, et le fait de découvrir, c'est malheureusement très à la mode maintenant, mais c'est vraiment l'air du temps, et sur lequel il faut quand même se raffermir. Voilà. Autre question, allez-y. Gérard, je vous ai répondu? Très très bien. Très bien. Il y a d'autres questions? Allez-y, posez des questions. J'entends plus les dames là, elles sont plus là, la dame? Pas de questions? Alors, on continue? On continue. Allez-y. Bon. Alors, donc, c'est sur quoi je veux. D'autres questions donc, qui sont posées dans un endroit où il y avait. Bon, Excusez-moi, juste une allez-y, minute, s'il vous plaît. allez-y. Oui, Concernant les mots kadosh, quand on a des. Là, tout à l'heure, vous avez dit si quelqu'un il avait des gouttes ou quoi que ce soit. Maintenant, si on est en plein schéma, juste pour que ce soit bien clair, dans le Maasé, en plein schéma ou au milieu de la Hamida, et d'un seul coup, on est obligé on a une envie d'aller aux toilettes, même si on peut se retenir. Est-ce que même en plein schéma, en milieu de schéma ou en plein Hamida, il faut tout enlever les tefilines, etc. et reprendre c'est quoi le djinn exactement? oui. Oui, c'est une autre que vous me donnez. Mais ce dont j'ai parlé, c'est une personne que. Il y a les Meraglim qui sont sortis qui est sale. Hein, Ouais, ouais, mais après, ça m'a fait penser. très bien, très bien, très bien. Très bien. Alors, si vous êtes dans la Hamida, le cas où c'est le plus problématique d'interrompre, si vous pouvez vous retenir et finir la Hamida, il faut finir. Dans les psuké des Imra, par contre, si une personne sent qu'elle a besoin, elle a vraiment besoin, vous voyez que, il y a des personnes qui se sentent un petit peu, mais bon, ils peuvent rester des heures et des heures, vous voyez, sans y aller, quoi. Ils ont un petit argacha, pas plus que ça. Alors, dans les psuké des Imra, si une personne sent qu'elle a besoin, normalement, si elle n'était pas dans le psuké des Imra, elle serait allée aux toilettes, c'est bien qu'elle s'arrête et qu'elle aille aux toilettes. Voilà. Elle reprendra, après elle reprendra l'endroit où elle s'est arrêtée. Vous voyez? Ok. Bon, maintenant, il y a un tas de halachot, il faudrait que je vous donne tout un show là-dessus, c'est que si l'interruption elle est supérieure au temps de finir le Kriyat Shema, il faut tout reprendre, on a tout perdu. Mais ça, pour ça, je vais vous donner un chiffre bien précis sur ça, exactement sur le temps. Mais de manière générale, c'est comme je viens de vous dire, si vraiment une personne n'a pas pris la précaution d'y aller avant, elle sent, hein, en plein, juste avant d'arriver à Barichou, elle sent qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, vraiment, donc elle en a étudié, elle va aux toilettes. Après, Rav Zerbib, oui, je vous euh, écoute. donc ça arrive que ce soit dans un endroit de la tefila, on ne peut pas parler, comme après Barecho ou avant. Et donc, on y va, on enlève les tefilines, on y va. Mais on va pas dire Acharya Tsar tout de suite. On peut le dire Non, après la oui, Mida. vous le direz après, la charata, vous le direz après. Donc, on peut Absolument. attendre jusqu'à après la Mida. Pour la shariat, ça, oui. C'est pas. Vous savez qu'il y a un tas de halachot là-dessus. Par exemple, si vous entendez le tonnerre pendant le Psuket Zimra, vous avez le droit de répondre. Regardez à la fin du Sidour Tilat Hashem, il vous donne des interruptions. Il y a des choses qu'on peut dire pendant. Mais là, en l'occurrence, c'est sûr, à shariat, ça, vous le direz après. Très bien. Vous êtes arrêté. Voilà. Voilà. Donc, c'est. Oui, alors je vous disais donc, bon, c'est bien que vous posiez ces questions parce que ce sont des choses qui sont très courantes et souvent les gens veulent savoir comment on procède. Alors, une autre question très intéressante qu'on a eue, et donc va prendre quelques minutes, ça vaut la peine de réviser donc une lara
du Mélacha que l'on a eu l'occasion d'étudier. Déjà, c'est la Macha de Borer pendant Shabbat. Bon, vous connaissez tous une interdiction de Borer, de trier. Et quand on veut, par exemple, il y avait un poisson, un poisson avec des arêtes, etc., des épines, etc., il faut prendre la chair et laisser les épines. Bon, ça, vous connaissez cette halakha. Il faut répondre aux 3 conditions classiques. Ils sont donc Beyad, Miyad, Ochel Mitor Absolet. Je traduis, je dis ça très vite. Beyad avec la main et pas avec un ustensile de borer. La main ou couteau et fourchette. Miyad, c'est dans la demi-heure. On n'a pas le droit de trier à 8 heures du matin pour manger à 10 heures. Dans la demi-heure. Si on a un tri qu'on doit faire, de éplucher des pommes par exemple, ou des oranges pour la famille, vous pouvez les éplucher dans la demi-heure qui précède la consommation. Miyad. Et Ochel Mitor Absolet, il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Bon, ça vous connaissez. Je ne veux pas. Certainement, on aura l'occasion de réviser tout ça, mais bon, ce n'est pas l'objet. Soit. Et donc, utiliser un kélibrira, utiliser un ustensile de borer, dès que c'est un ustensile qui sert à être borer, on n'a pas le droit, un tamis, un écumoire. Un écumoire, c'est une louche trouée, vous savez. En général, c'est pour aller chercher les légumes dans le bouillon, et puis le bouillon, il passe dans les trous, et comme ça, je récupère la viande et les pommes de terre et les légumes. Un écumoire, c'est un ustensile de borer. Il a été créé pour ça. Il a été créé pour faire le tri entre la viande et les légumes que je voudrais récupérer, et puis laisser passer le bouillon qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Et puis je prendrai une louche classique pour si je veux manger le bouillon tout seul. Donc utiliser cet écumoire, c'est problématique. C'est trouvé que dans l'endroit où nous étions, et beaucoup de monde mangeait, il y avait une espèce de grand ustensile avec du poisson, tranche de poisson, qui est trempé dans du jus, dans de la sauce. Et puis, on avait mis sur ces ustensiles, là, avec tous les morceaux de poisson, une espèce d'ustensile qui ressemblait à un écumoire. C'est comme ça une espèce de pelle, mais pelle avec des trous dedans, et donc qui permettait de prendre le morceau de poisson, se servir. Mais quand on servait donc le morceau de poisson, il y avait tout le jus, la sauce qui coulait. Une personne a dit, mais attention, mais c'est un écumoire, cette chose-là. C'est un écumoire, et donc, vous êtes en train de trier le poisson du jus en question. C'est comme si vous allez chercher avec un écumoire la viande du bouillon. J'ai dit, c'est une bonne remarque, mais ce n'est pas exact, pour 2 raisons. On avait parfaitement le droit d'utiliser donc cette espèce de truelle, d'ustensile comme ça, qui était plate mais avec des espaces vides dedans, donc qui en fait était constitué pour prendre quelque chose de solide et laisser tomber le jus. Donc ça ressemblait à une passoire quelque part. Et non, c'est permis. Pour 2 raisons. Alors c'est l'occasion donc de réviser donc tous ces concepts qui sont pas évidents. Eh bien, la première raison pour laquelle c'était permis, c'était que les morceaux de poisson étaient assez épais. C'était vraiment une vraie tranche de poisson, quelque chose d'assez rachou, c'est important. Et nous avons eu l'occasion d'étudier que l'interdiction de trier n'existe que si les éléments que je trie sont mélangés. Me'ourav. Le terme technique, c'est me'ourav. Trier, c'est casser la tarovette. J'ai une tarovette, j'ai un mélange, je démélange. C'est ça trier. Mais nos poskim disent, on a une preuve de la Gemara, que quand vous avez un élément qui est gros, de la taille d'un petit œuf, on va dire, et qui est dans un liquide, le liquide et l'élément gros, l'œuf, carotte, une pomme de terre, un morceau de viande, etc., ne sont pas considérés comme mélangés. Alors, je me demandais quand c'est mélangé. Quand c'est un petit élément, des pois chiches, etc., oui, c'est mélangé. Petit élément de la grosseur des pois chiches, c'est mélangé avec l'eau. C'est-à-dire comme meourave. Donc, il est interdiction de trier des pois chiches avec le jus. Sinon,
avec les méthodes classiques, où si vous prenez les pois chiches pour eux-mêmes, le bon du mauvais, tout de suite et sans ustensile. Mais sinon, il y a 8 borères. Séparer les petits pois chiches, les petits pois d'un bouillon, c'est boraire. Parce que les petits pois sont mélangés avec l'eau, avec le liquide. Par contre, démélanger un morceau de viande, un peu gros, un œuf, une grosse carotte, pomme de terre, avec le liquide, ils ne sont pas considérés comme ravim, donc le fait de les séparer, c'est pas boraire. Ils ne sont pas mélangés, donc c'est pas boraire. Donc, ça veut dire quelque chose de très très fort. Dans la mesure où ces morceaux ils sont gros, si vous avez un bouillon, disons un bouillon de poulet ou un bouillon de légumes, et qu'avec l'écumoire, vous voulez aller récupérer des gros morceaux de légumes ou de viande, pommes de terre, etc., si votre intention, c'est seulement, essentiellement, de prendre cet élément qui est gros, avec l'intention, dis bien avec l'intention de le séparer du liquide. Donc vous utilisez les trous de l'écumoire. Vous utilisez l'écumoire en tant qu'écumoire, en tant que tri, en tant que passoire. Et c'est quand même permis. Pourquoi? C'est permis parce que cet écumoire ne fait pas une action de borer. Parce que les éléments qu'elle détrie, qu'elle sépare, ne sont pas considérés qu'ils sont mélangés. Ça peut paraître un peu drôle, mais c'est comme ça. Un œuf dans de l'eau, l'élément eau et l'élément œuf ne sont pas considérés comme méouravim, comme mélangés. Donc, si vous les séparez, c'est pas borer. Et donc, puisque c'est pas borer, vous pouvez le faire même avec un ustensile. Bon, l'ustensile en question, il est peut-être mouktsé, effectivement. Alors, un mouktsé, on aura le droit d'utiliser si vous n'avez aucun autre ustensile. Sinon, il faut prendre un autre ustensile, bien sûr. Mais à titre d'interdiction de borer, il n'y a pas d'interdiction parce que l'élément, ce poisson en question, qui était trempé dans le jus, c'était des gros morceaux de poisson, des parts de poisson pour chacun. Donc, trempé dans le jus, ils n'étaient pas du tout mélangés avec le jus. Donc, quand l'écumoire prenait le poisson et laissait retomber le jus, ça ne s'appelle pas trier. Ça, c'est ce vara numéro 1. Première logique pour dire qu'il n'y a pas de borer. Ça, c'est clair, il n'y a pas de borer. En l'occurrence, dans le cas dont je vous parle, c'est très très fin ce que je vous dis, mais c'est bien parce que très souvent, on se pose des questions sur quand c'est permis, quand ça n'est pas permis. Cet ustensile en question, cet écumoire en question, c'est vrai qu'il avait une fonction, il faisait effet. Il actait, j'ai envie de dire, il actait un bureau, un borer, une séparation, puisque le jeu retombait. Mais Béhémet, la personne qui prenait le poisson, à aucun moment n'avait l'intention de ne pas prendre le jus. Au contraire. Au contraire. Finalement, ce n'était pas le bon ustensile qu'on a mis là-bas. Parce que les gens étaient intéressés, quand ils prenaient leur poisson, de prendre le poisson avec de la sauce. Et ça, c'est Bémitré qui trouvait que c'est un ustensile qu'on leur a mis qui laissait échapper la sauce. Mais c'est une erreur. Donc, dans la perspective de la personne qui prend le poisson, il n'y a aucune intention, au contraire, de séparer le. Et certains, d'ailleurs, insistaient pour, avec l'espèce de cumoire, d'essayer de récupérer, avec le poisson, de récupérer aussi la sauce, les deux à la fois. Donc, c'est pas du tout boréen. Voilà, je vous donne les deux svarot. Je vais attendre vos questions pour voir si vous avez bien attrapé donc la finesse. Et grâce à ça, on permet les gamrés, quoi. Il n'y a aucun issour, alors qu'a priori, c'était quand même un écumoire, c'est quand même un ustensile de borer, de trier. Apparemment, ça aurait dû être interdit. Allez-y, posez vos questions maintenant. Bonjour, bonsoir, Rav. Bonsoir. Allez-y, je laisse la dame parler. Allez-y. On va écouter tout le monde. Allez-y. Alors, je voulais vous me poser la question, parce qu'à un moment, vous avez dit, mis à part si l'objet est mouxé, est-ce que justement cette écumoire, elle est mouxée? Non. L'écumoire, il est oui mouxé. Parce que c'est un ustensile de borer. Mais il y a un mais tout de suite. Nous avons eu l'occasion d'étudier des années passées qu'un ustensile, un kéli, un kéli qui est mouxé, le cas classique, le cas de l'agmara, c'est un marteau.
Un marteau, c'est mouxé, je n'ai pas le droit de déplacer un marteau. Mais si j'ai besoin du marteau pour faire une utilisation permise, par exemple, vous avez une noix de coco, et c'est impossible de casser donc la coquille dure de la noix de coco. Vous avez essayé, taper dessus, ça ne marche pas. Le seul moyen, c'est de prendre un marteau et de taper dessus. Vous avez le droit de prendre le marteau et casser la coquille. Ça s'appelle Kelly, je vais donner le terme technique. Kelly chez Melartoleiso, c'est un ustensile dont la fonction, c'est de faire une interdiction. Hein, le marteau, c'est pour planter des clous, ça saute. Les tzorer gouffo omekomo mutar. Si j'ai besoin du gouffo du marteau pour faire quelque chose de permis, j'ai le droit. Donc, j'aurai le droit de prendre le marteau pour faire quelque chose de permis, à savoir casser la coquille d'une noix de coco. Casser la coquille d'une noix de coco, c'est permis. Donc, oui, l'écumoire est boucté, mais j'ai le droit de l'utiliser pour une utilisation permise. C'est pour ça que j'ai dit que j'aurais le droit de prendre avec cet écumoire le poisson qui va se séparer du bouillon. J'ai compris, mais ma question. Oui. Oui, mais juste, je finis. Excusez-moi, La Tanakh, finissez. non, non, juste je finis ça, je vous écoute tout de suite. Le problème, c'est que, a priori, on a le droit de prendre le marteau et casser la noix de coco, à condition que je n'ai pas un autre moyen. Mais si j'ai un autre moyen, c'est mieux de ne pas utiliser quelque chose de mouxé. Donc l'écumoire en question, s'il y avait un autre ustensile, apparemment il n'y avait pas d'autres ustensiles. Ils n'ont trouvé que ça, il y avait besoin de beaucoup d'ustensiles, donc ils l'ont utilisé. Mais si on pouvait s'en sortir sans l'utiliser, c'était mieux, pas à cause de Borer, mais à cause de mouxé. Je vous écoute. Non, non, mais c'est bon, vous avez répondu à J'ai ma répondu. question. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, autre question, n'hésitez pas. Hein, c'est du quotidien. Hein, vous avez vu, on a parlé des brachot, on a parlé de la tzniut, on a parlé de Borer. Bon, Hachem, les vacances, c'est l'occasion de mettre en application ce que l'on apprend toute l'année. Hein, vous savez, le Dikduk et Mitzvot, hein, c'est quand on dit que la Shrina, elle se trouve, depuis qu'elle n'est plus au Beth Amikdash, qui malheureusement n'est pas encore reconstruit, elle se trouve dans les Arbamot de l'Alacha. Ben oui, ça peut nous paraître très, très, très bizarre, mais c'est comme ça. La volonté divine, hein, le Ratzon Hashem, le plaisir d'Hachem, les Cherchouim d'Hachem, les mots tellement beaux de nos Chachamim, les Cherchouim d'Hachem, la jouissance, le plaisir d'Hachem, c'est de voir des Juifs qui tricotent comme ça, des petites svarot, etc. Et comme ça marche, et comme ça marche pas, et c'est comme ça qu'Hachem est content. Et vous, mesdames, quand vous faites un gâteau, et vous allez compter, il y a tant de farine, et donc je vais prélever avec bracha, s'il y a moins de farine, c'est moins bracha, et c'est comme ça. Et Hachem, il se réjouit de ça, de voir que ses enfants, ils font sa volonté, parce que c'est la volonté d'Hachem. Si on comprend pourquoi Hachem, il a un plaisir, ça franchement, je ne sais pas. Il faut étudier beaucoup, beaucoup de chassidoute pour comprendre pourquoi Hachem, il a tellement de plaisir à ce que ses enfants soient medakdekim à mitzvot, font les mitzvot comme il faut, hein, qu'on ait un plaisir de faire les mitzvot, qu'on a un tanouk de faire les mitzvot, ça donne un tanouk à Hachem. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous amener le fameux mot du Tanya qui sont partis des dix psukim que le rabbi nous fera apprendre. Yismach Hashem be'osav. Et Hashem, il se réjouit de sa création. Pirouche, et Kol Mishéou Misera Israël, que tout juif, l'Ismor Abesimchat Hashem, il doit se réjouir de quoi? Tous les matins dans la fila, on dit, je m'arrête quelques secondes, je réfléchis à ça. Hein, que quoi? L'Ismoa, Beshimchat Hashem, tous les matins, quand je dis Yismach Israël Be'osam, Israël, moi je suis Israël, je suis un juif, je me réjouis que quoi? Yismach Hashem Be'osam, que Hashem, il a un plaisir de faire une maison ici-bas. Et faire une maison ici-bas, ça veut dire faire que ses enfants fassent les mitzvot. Shekol Mishéou Misera Israël Yeshol, l'Ismoa, Beshimchat Hashem, Asher Sas Vesameach, Hachem. Donc je dois être content qu'en faisant des mitzvot, en de bonnes filas, je fais que Hachem, il est sage de sa mère, mais dire à ton batati. C'est énorme. Si on est bien imprégné de la chose, on donne un kiff à Dieu, si j'ose dire. Il a un plaisir de voir qu'on fait les choses bien, bah, on a envie de le faire. Hein. C'est comme un enfant qui aime ses parents. Il voit que s'il fait ça à sa maman, bah, maman elle est contente, alors il le fait avec ses parents. Voilà. Ça, on l'a dit. Si mon fils, si tu me fais ça, ma fille, si tu me fais ça, eh bien voilà. Je suis contente, tu m'arranges la table, tu me fais ceci, ben voilà, Hachem il est content quand on fait les mitzvot comme il faut, on fait une fila comme il faut, quand on a fait un précède à son prochain, on a fait un sourire à son prochain comme il faut, et ben Hachem il est content. Allez-y vos questions. Autre question?
Est-ce qu'une passoire, c'est mouxé? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'écumoire, c'est comme une passoire. Une passoire, c'est un ustensile pour faire un tri. Comme un marteau, c'est fait pour planter des clous. Donc, c'est mouxé. Maintenant, comme j'ai dit pour le marteau, les tzorer goufo omekomo moutar. Chacham, ils m'ont permis les ustensiles, je dis les ustensiles, qui ont une fonction interdite, à savoir de trier en l'occurrence, ou de planter des clous pour un marteau. Je peux les utiliser ou parce qu'ils sont dans un endroit où ils me dérange, les tzorer mekomo, pour les besoins du makom. J'ai oublié mon marteau, ma passoire, mes vis, mes tournevis sur la table. On va manger. J'ai besoin du makom. Ils sont mouxés, ben je les prends, je les range. Ça s'appelle les tzorer mekomo. Ou bien les tzorer goufo. J'ai oublié mon tournevis, voilà, et il est mouxé, mon tournevis. Si j'ai pas besoin de l'endroit, j'ai pas le droit de le prendre. Eh bien, il se trouve en l'occurrence, je demande, les enfants, amenez-moi le tire-bouchon. Ah, papa, on n'a pas retrouvé le tire-bouchon, on ne sait pas où il est. Bon, ok, qu'à cela ne tienne, j'ai la solution. Je prends mon tournevis, je commence à être compétent dans cela. Je sais faire un petit trou dans le bouchon en liège, et extirper le bouchon. Donc, j'ai utilisé mon tournevis qui est mouxé pour faire un acte permis, à savoir déboucher, enlever un bouchon, c'est permis. Quand j'ai un tire-bouchon, j'enlève. Et ben non, je l'ai fait les horaires gouffants en l'occurrence. Ou bien pour les besoins de son macom, des endroits, ou bien pour les besoins de l'objet lui-même pour faire quelque chose de permis, comme le marteau pour casser l'introco, comme le tournevis, ou bien quelquefois vous avez la porte qui est bloquée, on est obligé de prendre un tournevis, le rentrer dans le loquet comme ça, hop, débloquer le petit le loquet, et puis on ouvre. On a le droit de faire ça. Parce que c'est un acte qui est permis. Tout acte permis peut être fait par un objet qui a un keli mouxé. Et alors, est-ce que pour la passoire, est-ce qu'on aurait droit de l'utiliser pour égoutter, par exemple, si je rince des endives et je les pose dans la passoire? Ah, Est-ce qu'on ça a le par contre, droit? madame, c'est par contre. J'ai dit, le marteau, madame. Le marteau, j'ai dit, on peut prendre pour casser notre co. Le tournevis pour enlever le bouchon. Mais je n'ai pas le droit de prendre le tournevis pour visser une vis. Je n'ai pas le droit de prendre le marteau pour planter un clou. On est d'accord? Or, si vous prenez la passoire pour faire sa fonction interdite, à savoir trier, si vous mettez vos endives avec de l'eau dans la passoire, c'est que votre intention, c'est que la passoire fasse son job, elle fasse son travail, à savoir qu'elle laisse glisser l'eau, et vous récupérez vos endives plus sèches. Donc c'est interdit, parce que là, vous faites, c'est les tzorer interdits, c'est pas les tzorer permis. Même si, en fait, je posais cette question parce que je me disais que l'eau, c'était pas, ça veut dire s'il en reste sur l'endive, c'est pas grave. C'est pas comme un psolète C'est vrai, que mais ça fait trier. je comprends parfaitement ce que vous dites. Vous êtes bien d'accord quand même avec moi que vous ne l'avez pas mis dans une casserole, vos endives. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi vous l'avez dans une casserole. D'accord. Parce que Et donc, finalement, vous êtes intéressé. Certes, s'il en reste un peu, ça ne vous dérange pas. Mais finalement, vous êtes d'accord, intéressé par que l'eau s'en aille. Et donc, vous êtes intéressé par le d'accord, tri, donc c'est interdit. d'accord. Donc, par la même logique, c'est aussi interdit de rincer des tomates dans une passoire ou de rincer des raisins dans une Non, passoire. oui, absolument. Vous rincez vos raisins, mais il faut les poser sur l'évier, sur un ustensile, mais pas dans une passoire. Parce que si c'est dans la passoire, vous êtes intéressé par le fait que l'eau s'en aille, et donc vous utilisez la passoire pour sa fonction interdite, D'accord, à savoir de trier. d'accord, d'accord. Et les tamis, c'est pareil, hein, c'est la Pareil, même le tamis, logique. c'est Ouais, la même logique. d'accord, Le d'accord, tamis, c'est la très même bien. logique. Merci. Voilà. Par contre, si vous trouvez une utilisation du tamis qui est permise, bon, faut se casser la tête, hein, je ne sais pas si c'est possible. Euh, j'ai envie de vous dire, imaginez que vous avez des noix, vous ne savez pas où les mettre vos noix. Vous voyez qu'elles traînent sur la table, ça vous énerve, vous aimez bien vous voulez tout ranger, vous n'avez rien trouvé comme casserole, vous avez trouvé le tamis, vous avez mis toutes les noix dans le tamis. Elles n'ont rien trié, votre tamis n'a rien trié, c'est permis. Vous avez le droit de mettre vous D'accord. voyez, parce qu'elles n'ont rien trié, elles ont fait une fonction permise, à savoir contenir des noix à la malo. Papa. D'accord. Donc ça veut dire mettre des tomates qui sont secs dans le Voilà, tamis, sur le ça tamis, serait il n'y a aucune d'accord. interdiction, exactement. D'accord, merci. Ou sèche, ou même un petit peu mouillé, mais bon, je ne sais pas si c'est à peine mouillé,
ça vous évite, disons, de mettre la serviette et de sécher avec la serviette. De toute façon, votre ami ne va rien trier dans ce cas-là. Donc, on a le droit, effectivement. D'accord, merci. Bon, je vois que c'est bien compris. J'espère que tout le monde comprend. Hein, c'est important, ces petits détails. Hein, c'est comme ça qu'on a compris on devient un vrai chômeur Shabbat dans les détails. Et vous voyez, c'est des choses que j'ai vues, hein, que les gens ne font pas tellement attention, ils sont tous servis de poisson et tout. Et la remarque de la personne qui dit un problème de borer, il n'avait pas tort complètement, avant que je lui explique que non, en l'occurrence, comme les poissons étaient gros, en l'occurrence, donc il n'y avait pas un problème de borer. Voilà, je crois qu'on a bouclé la boucle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je vais finir avec une halakha qu'on étudiait ces jours-ci au collège qui peut vous intéresser. Alors, c'est très technique. Vous savez que dans toutes les brachot, il y a deux types je parle de Birkat HaMitzvot. Birkat HaMitzvot, c'est-à-dire la bracha qu'on fait avant d'accomplir la mitzvah. Il y a deux types de nusraot. Donc il y a la version de dire le verbe de l'accomplissement de la mitzvah. Par exemple, on met les tefilines. Qu'est-ce qu'on dit? Les aniar tefilin. On allume les bougies de Shabbat, on dit les adlik nasha Shabbat, les adlik ne Chanukah. Et le verbe de l'accomplissement de la mitzvah. Il y a de nombreuses mitzvot, on ne dit pas le verbe, on ne dit pas les adlik, les vaer hachametz. On dit al bil chametz. Asher kideshanu b'mitzvot, que Hachem, il nous a sanctifié par ses commandements, il nous a commandé sur la mitzvah de destruction du chametz. Brit Mila, al mitzvat Mila. Pourquoi on ne dit pas, comme pour les tefilines ou les Nerot Shabbat, dire la moule est aben, Baruch ata Hashem, béni soit Dieu, Hashem, qui nous a commandé, qui nous a ordonné de faire la circoncision. La moule est aben. Pourquoi on dit à la Mila? Il nous a ordonné sur la mitzvah de Mila. C'est quoi ces nuances? Sachez que c'est des questions très profondes et il y a des pages qui ont été écrites sur cela. Je vais vous donner donc, le temps passe très vite, il est le quart, et on finira tout de suite, mais je vais quand même vous donner l'idée. Si ça vous intéresse, on approfondira la semaine prochaine. Une manière de répondre, il y a plusieurs directions, mais une manière de répondre à cette espèce de distinction sur Chilouk. Pourquoi des fois on dit à la Mila, à la Mila sur l'Arba Mim, on dit al mitzvah tulav, on dit al mitzvah, à la Mila, à la Tvila. Comme qui va au mikvé, elle dit à la Tvila, Baruch Hashem à la Tvila. Elle ne dit pas l'idvol. Et des fois on dit non, on fait l'acte. Likvoa mezouza, les aner tfilin, les tatev titit. Est-ce qu'il y a une logique derrière? Il y a une réponse très, très intéressante, qui est proposée par le Ran, Rabbeinu Nissim, dans Masechet Psachim, qui dit, je dis bien de manière très grossière, il y a beaucoup de pratiques, de détails et tout, mais bon, l'idée est vraie. Lorsque l'on dit les aniar tfilin, les tatet de titit, l'ishmoa kol shofar, chaque fois qu'on dit le verbe faire la mitzvah, c'est une mashmaout, une signification que c'est une mitzvah qui m'est imposée à moi seul. Mitzvah c'est moi qui le fais. Personne ne peut le faire à ma place, il n'y a pas de shlichut pour ça. Quand je mets les tefilines, personne ne peut mettre les tefilines pour moi. Quand je mets le talit, personne ne peut mettre pour moi. Ainsi de suite, quoi. Les mitzvot que c'est pas possible de faire par un shliach, donc je dis les aniar tefilin, les tater betitit, ainsi de suite. Il y a toute une réchima, une liste de choses. Par contre, il y a de nombreux mitzvot où on peut s'acquitter par quelqu'un d'autre. Alors là, le lachon, le langage, je ne dis pas qui m'a ordonné de faire. Étant donné que quelqu'un d'autre peut le faire, comme la Brit Mila par exemple, le Moël, il ne va pas dire la moule est à ben, puisque en fait, Hachem n'a pas demandé au Moël de faire la Mila, elle a demandé au Père. Et le Moël le fait en tant que shliach.
Donc, quand il y a une possibilité de shlichut, on peut le faire par quelqu'un d'autre. Alors là, hein, on préférera, je veux dire, on préférera le lachon al mitzvat. Al biur chametz. On ne dit pas levaret chametz, al biur chametz. Al biur chametz peut se faire par un shliach. Quelqu'un d'autre que vous peut enlever le chametz. Donc, c'est bien d'avoir cette petite nuance. La différence entre le lachon, la sotatava, quand c'est que moi qui peux le faire, filins, que moi, je peux mettre des tuiles à quelqu'un d'autre, c'est très bien, c'est super. Mais c'est pas ma mitzvah. Ma mitzvah, c'est mon corps. Voilà en gros donc un petit chilouk. Bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions. Hein. Par exemple, l'exception, c'est l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, on dit les hadliks. Et pourtant, une maman pourrait se rendre quitte par quelqu'un d'autre qui allume pour elle. Donc il y a beaucoup d'exceptions que l'on peut et que l'on doit expliquer. Mais voilà. Donc on va finir avec ce point-là. Donc tâchez de vivre avec ces quelques halakhot que nous avons dites. Et surtout, je vais revenir sur le premier point que j'ai dit. Amel Herbassadé, que ce soit pas une rengaine, que ce soit pas un ronron qu'on a répété chaque année, ressentir, voilà, maintenant je cours à faire mincha, avec cette idée que le roi, il est à côté de moi plus que d'habitude. Il est toujours là, mais plus que d'habitude. Et rêve tov à tout le monde, bonne semaine, et à très bientôt. Merci beaucoup, Rav. Voilà. Bonne semaine, Merci, Shabbat Tov. merci beaucoup. Quoi, tout Merci. Shabbat tov. Au revoir.